Parfait. Alors, je vous laisse le temps d'arriver, d'allumer vos caméras, tel qu'indiqué au dernier cours. Je vous demande d'allumer vos caméras, question qu'on puisse se voir. Beaucoup plus intéressant de donner un cours à des personnes que des carrés avec des noms dedans. Alors, je vous demande de faire ça et je vous dirai là, ce que j'ai remarqué au dernier cours, surtout quand vous me parlez, quand vous me posez une question sans allumer votre caméra. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui a l'expérience dans le milieu du travail et puis travailler à distance, étudier à distance, c'est peut-être un concept qui est nouveau là, depuis les dernières années, mais dans le milieu du travail, quand il y a une rencontre et les gens n'allument pas leur caméra, ça ne donne pas la même impression, ça ne donne pas la même présence que lorsqu'elle est allumée. Surtout quand la personne parle sans caméra, c'est jamais. Bon, il y a toujours des exceptions. Là. Si vous êtes dans votre auto ou si vous êtes incapable de le faire pour une raison particulière, il n'y a pas de problème. Là. Mais c'est beaucoup plus respectueux de le faire comme ça. OK. Donc, avant de commencer, donc ce soir, c'est le cours 5. Par rapport au cours numéro 4, donc sur TILOS, est-ce qu'il y a des questions sur le dernier cours? Est-ce que votre projet, là, votre TP sur TILOS a bien été? Est-ce que tout le monde a terminé? Avez-vous des questions, inquiétudes, commentaires? Est-ce que vous appréciez le logiciel? Vous ne l'aimez pas? Euh, quelque chose à dire? Non, c'est bien pratique, bien efficace et bien facile à utiliser. Moi, on a eu une vidéo de 15 minutes, puis on dirait qu'on a appris le programme quasiment au complet, là. OK, good. OK, excellent. Alors, on va commencer avec le cours de ce soir. Ce soir, pas un très gros cours, OK? Puis c'est ce qui complète la matière pour l'intra. Donc, le cours de la semaine prochaine, là, on commence MS Project, puis cette matière-là va être vue à l'examen final, ou évaluée plutôt à l'examen final. Donc, ce soir, c'est la conclusion de la matière pour l'intra. Donc, je vous partage mon écran et je vous montre notre plan de match de la session. Donc, ce soir, cours 5, on parle d'établir la durée des activités. Donc, ce soir, c'est le cours le plus proche qu'on va avoir sur l'estimation. Mais ce n'est pas un cours d'estimation, vraiment pas. C'est pour vous donner des idées globales. OK? Un chargé de projet n'est pas un estimateur. Typiquement, ce sont deux professions différentes. Mais un chargé de projet doit être capable d'avoir une idée de combien les choses coûtent. Alors, on vous donne quelques outils pour évaluer la durée et le coût des activités. Et dans le fond, c'est des outils que vous pouvez utiliser là, dans votre carrière comme chargé de projet. Mais je répète, ce n'est pas un cours d'estimation, pas du tout. Prochain cours, le TP que vous avez demain, donc le TP4, qui est relatif à l'estimation, donc au cours qu'on fait ce soir. Prochain cours, on le fait en présentiel, donc au local du cours, A1560. On va commencer MS Project. Alors, si vous êtes des pros d'MS Project, la semaine prochaine, c'est un cours d'intro au logiciel. Alors, si vous n'avez jamais touché à MS Project, s'il vous plaît, soyez-y. Si vous avez utilisé MS Project plein de fois et vous êtes des pros, pas besoin là, Ben, je vous dirais, c'est toujours important d'être au cours, mais s'il y a un cours que vous voulez manquer, c'est peut-être lui. Et vous allez commencer votre projet de session. Dans le fond, votre projet de session s'étale sur 3 cours et 4 TP. Et c'est remis en 3 parties. Ensuite, semaine suivante, examen mi-session. Donc, voilà les faits saillants pour notre horaire. Si vous allez sur le Moodle global du cours, dans la section notes de cours, tome 1, la présentation qu'on va regarder ce soir, c'est celle qui s'appelle 3.1, durée activité, qui est ici. Donc, j'y vais avec la présentation directement.
Donc, on a déjà parlé là, du processus là, de gestion de projet. Si vous êtes, mettons, entrepreneur général, la première chose que vous allez faire en ouvrant les documents contractuels, les documents d'appel d'offres, c'est d'établir un WBS. Le WBS, j'ai attiré souvent votre attention là-dessus. Vous avez compris que c'était comme un point important. Qui peut m'expliquer qu'est-ce qu'un WBS? Je veux m'assurer qu'on est tous sur la même page. C'est pas un work breakdown structure. Exactement. Et qu'est-ce qu'un work breakdown structure? Bon, on sépare les tâches en fonction, parfois uniformément au master format, là. Exactement. Donc, c'est un arbre, dans le fond, c'est un diagramme où est-ce qu'on va séparer tout le travail qu'il y a à faire sur notre projet. On peut avoir plusieurs niveaux sur un WBS. Et puis, le dernier niveau du bas va être la liste des activités en tant que telle. Donc, du WBS va découler la liste d'activités. Ensuite, on met ça dans notre échéancier. Puis là, le type d'échéancier, à date, dans le cours, on en a vu 3. On a vu les CPM, les diagrammes de précédence et les LOB. Et à partir de la semaine prochaine, dans MS Project, on commence les diagrammes de Gantt. Donc, peu importe le diagramme que vous utilisez, vous mettez votre liste d'activités dans l'échéancier suivant le WBS. Et ensuite, on fait l'estimation. Donc, on évalue les durées et les coûts. Estimateur. Et puis, le cours de ce soir, à guise de me répéter, c'est vraiment juste pour donner une idée aux chargés de projet de combien les choses peuvent coûter et combien de temps ça peut prendre. Alors, c'est ce qu'on fait ce soir. Première des choses, on doit analyser les ressources qui sont impliquées pour faire les tâches d'un projet. Donc, les types de ressources qui existent, on a la main-d'œuvre, on a les équipements, les matériaux, les sous-traitants, les finances, donc l'argent. Différence entre les équipements et les matériaux. Il faut que ça soit clair pour tout le monde à partir de maintenant. Les équipements, ce sont des outils. OK? Alors, ça peut être un marteau, ça peut être une pelle mécanique, un grader, une scie, une drill. C'est quelque chose qu'on utilise pour faire une tâche et on repart avec. Les matériaux, on le laisse au chantier. Donc, une feuille de gypse, une tonne de pierre, un mètre cube de béton. Ça, ce sont des matériaux. Les sous-traitants et les finances, donc l'argent que ça prend pour exécuter le projet. Donc, quelque chose qu'on va faire, puis ça, j'en ai déjà parlé, on va aussi créer un OBS, Organizational Breakdown Structure. Donc, c'est exactement comme un WBS. C'est un arbre ou un diagramme, mais au lieu de représenter les tâches, on représente les ressources qui vont travailler sur le projet. Donc, c'est quelque chose de très typique qu'on va créer. Donc, il faut bien remarquer que la structure de fractionnement de l'organisation, donc le OBS, ce n'est pas un organigramme de l'entrepreneur général. C'est une combinaison de personnes et de départements de l'entreprise ou des firmes extérieures. Donc, c'est les liens contractuels qui existent entre tous les intervenants qui vont travailler sur le projet. Alors, ce n'est pas juste d'une même entreprise. Donc, voici un exemple d'un OBS. Donc, un OBS, dans ce cas-ci, ça ressemble à un organigramme. Alors, on va avoir le chargé de projet, on va avoir les différents concepteurs et, par exemple, les différentes disciplines. Dans ce cas-ci, un autre exemple d'un OBS, on aurait l'entrepreneur général qui sous-traiterait ou, dans le fond, qui surveillerait le personnel, donc les chargés de projet, directeurs de projet, estimateurs, acheteurs, mais aussi tout le personnel de chantier, les consultants, les entrepreneurs spécialisés, donc les sous-traitants et les fournisseurs. Donc, selon vous, est-ce qu'on est dans ce type de marché-là, avec le type d'OBS qu'on vous présente? Est-ce qu'on est en design build ici ou on ne l'est pas? OK? Parce que les marchés qui existent, les types de projets qui peuvent exister, il y a le type conventionnel, où est-ce que c'est le client qui sous-traite la conception, qui sous-traite à l'entrepreneur général, etc. Là, dans ce cas-ci, on voit qu'il y a des consultants qui relèvent de l'entrepreneur général. Est-ce qu'on serait en design build ici?
OK, design build, là, habituellement, ce serait l'entrepreneur général qui a la responsabilité d'exécuter les travaux, mais aussi de faire la conception. Là, dans ce cas-ci, est-ce qu'on serait en design build ou on serait en conventionnel? Conventionnel. OK, j'aime ta réponse, tu as raison. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Ben parce que, comme vous avez dit, on n'a pas de consultation nécessairement en conception. On a plus Exact, laboratoire de sol, de béton, puis exact. c'est pas mal. Ben aussi en tout cas la plupart du temps, quand c'est des gros projets design build, il y a plus qu'un entrepreneur général, même s'ils se regroupent sur la même affaire, il y a plusieurs parties impliquées. Oui, tout à fait, ça peut. OK, quand on est en design build, ça peut être un consortium qui est créé pour faire ce projet-là. Ça peut être une combinaison d'entrepreneurs, ça peut être une firme de génie qui se met en partenariat avec un entrepreneur général. Ça peut être la combinaison de plein de choses. Dans ce cas-ci, le fait que l'entrepreneur général sous-traite à, euh, à des laboratoires de sol, laboratoires de béton, c'est tout à fait normal dans un projet conventionnel. OK? Parce que habituellement, on va mettre la responsabilité de l'entrepreneur général de faire les analyses de sol, les analyses de performance de béton, d'enrobé bitumineux, tout ça. Et puis en mécanique, ben, on ne le sait pas. Là, peut-être que dans ce projet-ci, l'entrepreneur général doit embaucher un consultant pour faire la conception de la protection incendie. Hein, habituellement, là, la protection incendie, c'est une discipline qui n'est pas nécessairement incluse dans la conception. On l'inclut à l'entrepreneur général. Alors, un OBS, c'est super important parce qu'il n'y a pas un projet qui est pareil. Même quand on est en conventionnel, il peut y exister plusieurs exceptions. Alors, ça prend un diagramme comme celui-ci pour clairement indiquer qui relève de qui. Okay? Quelle entreprise qui est responsable de quoi? Quel est le lien contractuel? Alors, s'il y a un problème sur le chantier avec le laboratoire de sol, on ne va pas appeler le client, on va appeler l'entrepreneur général. Dans ce cas-ci, c'est lui qui en est responsable. Donc, on disait quand on parlait de WBS depuis le début, on sait qu'on doit faire une codification de nos activités. On peut utiliser l'uniformat ou le master format. On doit aussi codifier les intervenants. OK? Alors, dans ce cas-ci, on pourrait dire que EG, c'est l'entrepreneur général, FO, c'est le fournisseur, etc. Donc, vous pouvez mettre la codification là, que vous voulez. On peut aussi faire un RAM, donc un Responsibility Assignment Matrix, où est-ce qu'on fait le lien entre l'OBS et le WBS. Alors, sur un RAM, ou ça peut aussi être un RACI, ou n'importe quel autre type de diagramme de responsabilité qui existe. Ici, on essaie de montrer qui est responsable de faire quoi. Alors, ça, c'est très important. Alors, ce n'est pas juste utile pour des projets de construction, c'est nécessaire pour la gestion d'opérations, pour n'importe quel type de projet, pour n'importe quelle entreprise en réalité. Bon, je vais vous présenter un document Word, dans le fond, là, comme si j'écrivais au tableau. Donc, vous vous souvenez, quand je donne mon cours, à la partie de droite du tableau, j'écris les éléments importants qu'on voit. Donc, je vais recréer ce concept-là sur le document Word. Donc, la première chose qu'on a vue qui est importante, c'est les OBS. OK, alors, Organizational Breakdown Structure. Donc, vous devriez savoir c'est quoi, comment ça fonctionne. Bon, comment est-ce qu'on évalue la durée et le coût des activités exécutées par d'autres? Donc, mettons qu'on est entrepreneur général, on vient de remporter l'appel d'offres. Ou non, c'est pas vrai. Dans mon exemple, on est en train de faire l'estimation. Alors, on n'a pas encore remporté l'appel d'offres. Mettons qu'on est en appel d'offres. Mettons là, que je dois construire une école. Je suis entrepreneur général. Je vais avoir plusieurs sous-traitants qui vont travailler pour moi dans ce projet-là si je le remporte. Comment je vais estimer les travaux qui sont exécutés par d'autres? Selon vous, c'est quoi la façon la plus simple?
peut consulter un sous-traitant qu'on connaît bien pour lui demander une petite estimation aussi. Exactement. Alors, la façon la plus commode, c'est d'aller chercher l'information du marché. Donc, à ce moment-là, vous pouvez demander à un sous-traitant qui vous donne un prix, ou vous pouvez faire votre propre appel d'offres et puis demander à 2, 3 sous-traitants un prix pour exécuter ces travaux-là. Ça, c'est la façon la plus réaliste et la plus juste d'obtenir un prix du marché. Vous pouvez aussi faire l'estimation vous-même. Si ce sont des travaux que vous avez faits souvent et récemment, vous savez combien ça coûte. Puis si vous êtes confiant que le marché n'a pas vraiment changé et que ça ressemble à ce que vous connaissez, vous pouvez l'estimer vous-même. OK? Donc, on peut se baser sur des données historiques de notre propre entreprise. OK? Si on ne fait pas un appel d'offres et on ne demande pas des sous-traitants, on peut dire, ah ben, par exemple, combien ça va coûter pour faire la peinture dans l'école? Ben, si on a fait plusieurs projets récemment, puis on sait que peinturer des salles de classe, ça coûte habituellement autour de X dollars le pied carré. Si on est confiant que c'est proche, on peut utiliser ça. Sinon, on peut utiliser aussi des en achetant des références. OK? Donc, on parle ici, entre autres, de RS Meets. Et puis, c'est de ça qu'on va parler ici ce soir. Par contre, chose qu'il faut savoir, c'est qu'utiliser des manuels de référence, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Une bonne idée, ce n'est pas un bon outil pour préparer une soumission. C'est une bonne idée pour nous donner une idée de combien coûte quelque chose, si on veut faire un price check ou si on veut donner une idée au client, mais c'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser ça pour préparer notre soumission. Alors, je vais vous expliquer tout de même comment fonctionne RSMeans. Puis à l'examen, je vais vous poser la question. Okay? Est-ce que RSMeans est un bon outil pour préparer une soumission en construction? Puis vous allez me répondre non. Okay? C'est pas du tout une bonne idée. Parce que même s'il y a plusieurs systèmes qui existent et ajustements qui existent dans RSMeans, pour prendre en considération le moment, l'endroit, tout ça, ça ne va jamais représenter exactement ce que le marché va coûter à ce moment-ci. OK? Et à l'intra, non seulement je vais vous poser cette question-là, mais je vais vous poser des questions sur comment calculer quelque chose en RSMeans. Alors, assurez-vous de bien comprendre ce que je vais vous expliquer à l'instant. Donc, habituellement, quand on ouvre RSMeans, il y a une panoplie d'activités qui peuvent être dans une bibliothèque. Puis habituellement, c'est séparé avec une codification, soit uniforme ou master format. Donc, si par exemple, vous voulez rechercher combien ça coûte et combien de temps ça prend à exécuter une activité de béton coulé en place, parce que cast in place concrete, c'est du béton coulé en place. Et puis, dans le fond, si vous allez dans la division 3 de RSMeans, vous allez tomber sur la section béton. Et puis là, vous allez à 330-53. Plus particulièrement, vous allez tomber sur Cast in Place Concrete. OK? Donc là, Monsieur, regardez. excuse-moi, monsieur. Ouais. Les termes techniques de RSMeans sont tous en anglais? Je crois que ça existe en français. Je ne suis pas sûr. Mais les versions que moi j'ai toujours vues sont en anglais. Alors, dans le fond, une chose qui est intéressante, si vous allez dans Google, vous pouvez télécharger, ben pas télécharger, mais vous pouvez utiliser RSMeans version d'essai ou version éducative. Je pense que vous y avez accès pendant 30 jours. Alors, ce que je vous présente ici, c'est des vieilles slides, c'est des print screens d'RSMeans qui existent depuis longtemps. Mais encore là, si vous écrivez dans Google RSMeans Free Trial, vous pouvez avoir accès à une version d'essai. Alors, vous pouvez vous pratiquer là-dessus.
Alors, pour répondre à votre question, si vous téléchargez la version d'essai, vous me direz là, si ça existe en français, mais aux dernières nouvelles, ça existait juste en anglais. Bon. Alors, le tableau qui est ici, il est super important. Vous devez comprendre comment l'utiliser pour faire l'estimation. Donc, par exemple, ici, on a concrete in place. Puis regardez la description qu'on a en dessous. Ça dit including forms. Forms, c'est quoi? Qui peut me dire c'est quoi des forms? Ouvrier. Non, les forms, c'est les. Puis si vous avez travaillé sur un chantier au Québec, là, les vieux gars disent ça encore, là, des formes. C'est le coffrage. Ah, OK. OK, alors including forms for uses, ça veut dire que c'est les panneaux de coffrage qu'on va utiliser 4 fois. Mais ça, c'est pas super représentatif. Les panneaux de coffrage, habituellement, c'est utilisé beaucoup plus que 4 fois. Là. Reinforcing steel, alors l'acier d'armature. Concrete. Donc, il faut comprendre que cette activité-là inclut l'achat du béton, donc la livraison du béton. Placement, donc ça inclut la coulée du béton. And finishing, donc la finition du béton lorsqu'il est coulé. Unless otherwise indicated. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est indiqué. Donc, si, mettons, votre activité consiste à couler une poutre de béton, bien, si vous regardez ce tableau-là, vous savez que ça inclut le coffrage, l'acier d'armature, le béton en tant que tel, donc la livraison, la coulée et la finition. Bon, pour une poutre, il n'y a pas de finition, ben, à moins que ce soit une poutre. Ben, je ne m'y connais pas vraiment en béton, là, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des poutres qui sont finies des fois? Est-ce que vous savez? Préfabriqué. Pardon? Il y en a des préfabriqués. Oui, tout Comme à un fait. Mais là, dans ce Stasius. cas-ci, c'est du béton coulé en place. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de la finition habituellement là, pour des poutres. Mais mettons, là, si on parlait d'une dalle, ce serait fini dans ce cas-ci. Mais pas poli. Donc, la première section, donc le code 300, donc ce sont des beams. Donc, des beams, ce sont des poutres. 3500 PSI. Donc, c'est autour de, si vous faites une conversion, là, autour de 35 MPa, quelque chose comme ça. 5 kips per linear foot, ça, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi par hasard? Désolé. 10 pieds Je span. pense 5 pieds carrés, 5 pieds cubes par pied linéaire. Ou 5 quelque Non. chose par pied linéaire. Ouais, mais le kip, je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, c'est peut-être par rapport à l'armature, je ne sais pas. En tout cas, 10 pieds span, donc 10 pieds entre les assises, donc une portée de 10 pieds. Donc ici, le 3850, on a over 5 cubic yards. Cubic yard, des verges cubes. Ça, dans le RS-Means, vous pouvez avoir de l'impérial ou du métrique, là, vous pouvez le sélectionner. Là, dans ce cas-ci, ce sont des verges cubes. Donc, une activité là, qui s'exécute probablement aux États-Unis. Parce que les activités de bétonnage au Québec sont pas mal toujours en métrique. Monsieur, Oui. l'autre, c'est 5 kilopounds par pied linéaire. 5 Oui, 5 kilopounds per linear feet. linear foot. OK. Donc, mettons là, qu'on prend cette activité-là. OK, on prend l'activité 3850. OK, over 5 cubic yards, donc c'est-à-dire une poutre de 35 MPa, 10 pieds entre les assises, plus grand que 5 verges cubes. Puis, tu sais, inquiétez-vous pas à l'examen, je ne vous demande pas de faire des conversions entre l'impérial et le métrique, ce n'est pas ça le but. Puis, tu sais, de toute façon, une verge cube, c'est pas mal proche d'un mètre cube. Okay? Alors, regardez ce qu'on vous dit ici.
la première colonne qu'on a, c'est le crew. Donc, ça vous propose quelle est l'équipe qui va exécuter ces travaux-là. Donc, à un autre endroit dans RSMeans, puis là, je change d'acétate, mais je vais y revenir. Vous avez un tableau de crew. Alors là, dans ce cas-ci, c'est l'équipe C14C. Puis qui a-t-il dans cette équipe-là, dans ce crew-là? On vous dit qu'il y a un carpenter foreman, donc un charpentier menuisier contremaître, 6 menuisiers, 2 rodmen. OK, 2 rodmen, c'est des ferrailleurs, ceux qui installent l'acier d'armature. 4 laborers, donc 4 journaliers ou 4 manœuvres, un cement finisher et un gas engine vibrator, donc un vibrateur dans le fond, là. Donc ça, c'est une machine. Les premières ressources qu'on a ici, ce sont des ressources humaines, de la main-d'œuvre. Puis la dernière en bas, c'est un équipement. Donc, le crew qu'on a ici, donc l'équipe qu'on vous propose, c'est peut-être pas la même équipe que vous allez utiliser. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire des ajustements. Mais mettons là, que c'est la même équipe que vous allez utiliser. On vous donne les taux horaires de chaque ressource pour information. Mais dans le tableau des crews, où est-ce qu'on vous présente l'équipe, c'est pas là qu'on fait l'estimation. Les taux horaires qu'on vous présente ici, c'est pour information seulement. Oui. Monsieur, mais le symbole dollar exprimé ici en USD ou dollar canadien? Ben, je sais pas, là, mais tu sais, si vous téléchargez, mettons, la version d'essai, vous pouvez spécifier si vous êtes en dollars US ou en dollars canadiens. OK. Mais il y a les deux, là. RSMeans, soyez sans crainte à l'examen, je ne vais pas vous poser ces cols-là. Si je vous présente le tableau en dollars, vous me répondez en dollars. Puis on va présumer que c'est le même dollar. Donc, je reviens à mon tableau initial. Donc, il faut comprendre c'est quoi l'équipe qu'on propose pour faire cette activité-là. OK? Puis si vous n'avez pas la même équipe, ben, vous devez faire des ajustements. Bon. Ensuite, on vous dit le daily output. Le daily output, c'est combien cette équipe-là produit de l'unité qu'on vous propose par jour. Puis l'unité, c'est la colonne unit qui est là. Vous voyez mon curseur sur l'écran? OK. Regardez ici, l'unité, c'est le CY, cubic yard. OK, alors si vous étiez en métrique, ce serait le mètre cube. Donc, le daily output, c'est pour faire cette activité-là qui est décrite ici, dans ce cas-ci, plus grand que 5 mètres cubes, avec l'équipe C14A, cette équipe-là peut accomplir 75 verges cubes de tout ça ici, le beam, la poutre de 3500 PSI par jour. Alors, si je vous dis que vous avez 150 mètres cubes de poutre à couler, combien de temps ça va prendre? 2 heures. Pardon? Pas 2 heures. Attention, 2 jours. 2 jours. 2 jours. Tout à fait. Daily output, donc combien de verges cubes on accomplit par jour. Donc, dans ce cas-ci, si vous n'avez 150 à faire, ça vous prendrait 2 jours. Ça, là, c'est la colonne qui est pas mal la plus importante. Ensuite, labor hours. Ça vous dit combien d'heures hommes ça vous coûte ou combien de heures ressources ça prend installer une verge cube de cette poutre-là. OK, ça prend 1,493 heures hommes. OK, alors si vous en avez 10 installés, ça va prendre 14,93 heures hommes. Puis dans votre équipe, dans l'équipe C14A, mettons, vous avez 8 ressources. Bien là, vous avez une idée de combien de temps ça prend. Mais la colonne heure homme, labor hours, c'est pas ça que vous utilisez pour estimer le temps. Pour estimer la durée de l'activité,
c'est vraiment le daily output. OK? Donc, ces premières 4 colonnes-là, c'est pour estimer la durée. Ensuite, pour estimer le temps, pour estimer le coût, c'est les colonnes que vous avez après. Donc, ça vous dit que ça vous coûte 158 en matériel. 158 toujours par rapport à l'unité que vous avez ici. Donc, dans ce cas-ci, ça vous coûte 158 en matériel par verge cube. Ça vous coûte 59,50 en main-d'œuvre par verge cube. Ça vous coûte 40 sous en équipement par verge cube. Et au total, ça vous coûte 217,90. Donc, la somme de tout ce qui est là par verge cube. Donc, encore là, si je vous demande, si je vous dis là, que vous avez 100 verges cubes de poutres à installer, combien ça va vous coûter? Combien ça va vous coûter pour installer 100 verges cubes de cette poutre-là? 25 986. Ouais, ben en fait, on regardait la colonne 38,50, là, fait que ça serait 21 790 $. Ouais. OK? Là, vous allez me demander, c'est quoi la différence entre les colonnes 8 et la colonne 9? OK? Ici, on a bare cost, puis ici, on a including overhead and profit. OK? O&P, overhead and profit, c'est administration profit. Alors, le bare cost, c'est combien ça coûte. Combien ça coûterait si vous exécutez ça par vos propres ressources. Si c'est vous le sous-traitant, puis l'équipement est à vous, c'est vous qui achetez le béton directement, je ne sais pas où, là, chez Lafarge, puis les employés sont sur votre payroll, c'est ça que ça va vous coûter à vous. Including O&P, incluant administration profit, c'est combien ça vous coûte si vous embauchez un entrepreneur pour faire ces travaux-là. Est-ce que tout le monde comprend la différence entre les deux? Bare cost, ce sont vos ressources dans votre entreprise. C'est ça que ça vous coûte, 21 790. Si vous embauchez un sous-traitant pour faire tout ça, ça va vous coûter, au lieu de 21 790, ça va vous coûter 26 600 $. Ou encore, si vous voulez savoir combien ça vaut, ben si c'est vous l'entrepreneur, vous savez que vous pouvez charger à votre client 26 600 si ça vous coûte 21 790. Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Oui. OK, parfait. Donc, ici, on vous explique la codification, comment ça fonctionne. Mais en gros, là, si vous êtes dans le système Master Format, ça suit les 16 divisions ou maintenant les 49 divisions. Vous savez que la division 3, c'est le béton. Si vous allez sur la version éducative, vous avez aussi un search. Vous pouvez taper, mettons, béton coulé en place, puis ça va vous donner des résultats. OK, donc vous avez la liste. Si vous avez comme le livre, là, vous allez avoir la table des matières. Vous avez aussi une table qui vous indique les unités, comment ça fonctionne. Donc, CY, si vous oubliez c'est quoi, ben vous savez là, que c'est cubic yard. Bon, maintenant, on revient à notre tableau des équipes, des crews. Comme je vous disais tantôt, ça, c'est pour vous dire la composition de l'équipe et combien chaque ressource coûte. Mais pour estimer le coût d'une activité, vous n'avez pas besoin d'aller dans ce tableau-là. Okay? Vous avez juste besoin du premier tableau que je vous ai montré. Ça, c'est pour vous donner une idée de combien coûte un menuisier, combien coûte un journalier. Okay? Alors, vous savez que si ces coûts-là ne sont pas les mêmes que les vôtres, bien, vous devez faire des ajustements. Puis si ce n'est pas la même équipe que la vôtre, vous devez faire des ajustements. Donc, par exemple,
dans ce cas-ci, un menuisier et un carpenter, ça vous coûte 41,55. Alors, vous savez que c'est vieux, là, parce que 41,55, ça vous coûte bien plus que ça aujourd'hui. OK? Ça, attention, on est toujours dans la section Bare Cost. Alors, Bare Cost, c'est si vous êtes l'entrepreneur, OK? Puis le menuisier travaille pour vous. Il est sur votre payroll. Combien il vous coûte de l'heure? Ce n'est pas son taux horaire à lui. Puis ce n'est pas ce que vous chargez au client, c'est combien il vous coûte à vous. Comme, tu sais, par exemple, là, moi, en ce moment, un menuisier, ça me coûte autour de 60 de l'heure. Mais ça dépend de chaque entreprise. OK? Moi, j'ai une petite entreprise. Le même menuisier qui travaille chez Pomerleau, ça coûte probablement plus cher que ça. OK? Including subs O&P, OK? Donc, incluant administration profit, le coût est plus ici, 64,5. Alors, si vous embauchez un entrepreneur ou une agence, c'est ça que ça va vous coûter, 64,5. Puis encore là, aujourd'hui, ben, c'est beaucoup plus cher que ça. Si vous embauchez un menuisier aujourd'hui, ça vous coûte facilement 75-80 de l'heure. Donc, ça vous donne par jour et par heure. Donc, ça vous donne ici un exemple de calcul. Donc, si vous avez 100 verges cubes à faire, vous divisez par le daily output, puis ça vous donne la durée. Donc, tantôt, je vous ai posé la question. Si on a 150 verges cubes à faire, le daily output, c'est 75. Ça va vous prendre 2 jours. OK. Alors, on va faire un exemple. OK. KIPP est une unité de force aux États-Unis. Ouais, je me disais que c'était quelque chose comme ça. All right. Donc, on revient à notre tableau de base. C'est vraiment juste. Monsieur, Oui. à titre d'information, j'ai fait des petites recherches sur Internet et ça se dit que Earthmains prend les prix du marché américain. Et si tu demandes, par exemple, lors de l'installation, le dollar canadien, il fait que convertir le montant de dollar américain à dollar canadien, ce qui ne coïncide pas avec la réalité. Par exemple, c'est une tâche, je vais dire n'importe quoi pour l'argent, là, mais soit une tâche coûte 100 dollars américains, Harris Mills va te le convertir en dollars canadiens, soit disant 150. Mais en réalité, ça va te coûter plus que ça sur le chantier au Québec ou au Canada. Ouais, Donc, non. En fait, le RS Means, les données existent vraiment locales pour toutes les villes. Alors, si vous achetez le livre RS Means ou si vous allez sur la version éducative, vous pouvez sélectionner l'endroit. Donc, vous pouvez sélectionner Montréal, Québec, Ottawa, Toronto. Vous pouvez sélectionner les grandes villes canadiennes et ça prend les recueils, ça prend les données historiques pour ces endroits-là. Alors, le prix qu'RS Means vous donne, si vous avez sélectionné Montréal, ce n'est pas une moyenne américaine qui est convertie en dollars canadiens. C'est vraiment des données qui viennent de Montréal. C'est ça la force d'RS Means, c'est que les données viennent vraiment de partout. Alors, vous pouvez choisir votre endroit, puis ça va vous donner l'idée la plus réaliste. Mais, mettons, dans un marché comme le nôtre, en 2023, 2021, 2022, 2023, ça change tellement rapidement que RS Means n'est pas capable de publier ces données-là assez rapidement. Alors, vous savez que ce n'est pas réaliste. Aujourd'hui, si vous utilisez RS Means pour estimer quelque chose, c'est sûr que vous êtes à côté. Sûr. Si vous prenez une moyenne sur les 5 dernières années, ben là, c'est plus réaliste. Ou si le marché ne bouge pas d'année en année, ça va être réaliste aussi. Mais c'est pour ça que c'est pour vous donner une idée. OK? Puis ça, il faut que tout le monde ce soir comprenne ça. C'est pour vous donner une idée. C'est pas assez précis pour vous dire exactement combien ça va vous coûter pour vrai. Puis c'est bien important qu'à l'examen, vous répondez ça aussi. OK, on va prendre un exemple. Alors, mettons qu'on a mettons qu'on a une semelle filante
à couler de 18 pouces par 9 pouces, incluant l'acier d'armature. Donc, ça correspond à la ligne 39-20. OK? Parce que c'est footings. Donc, footing, c'est semelle ou empattement. Strip, c'est une semelle filante. Donc, 3000 PSI, autour de 30 MPa. 18 par 9, reinforced. Reinforced, incluant l'acier d'armature. Donc, on va se prendre un exemple ici. Alors, disons... Bon, mettons là, qu'on se fait un exemple RS Means. Well, pas évaluation, mais plutôt estimation. On va dire incluant le coffrage. OK. Êtes-vous d'accord là, que ce que je vous demande ici, ça correspond exactement à la ligne 38-20? Oui. 39-20, c'est ça? Pas 38-20, mais 39-20. Puis là, dans ma question, il faudrait que je vous dise, il y en a combien? Hein? On va dire 140 d'une semelle filante, 140 verges cubes. Donc, daily output. Donc, on va dire productivité quotidienne. 35 verges cubes par jour. Puis ici, j'ai dit estimation du coût, mais je veux dire estimation
de la durée et du coût. Donc, 35 verges cubes par jour que cette équipe-là accomplit. On va dire bare cost, donc coût, on va dire brut. $259 et 86 par verge cube. Et total cost, including O&P. Ça, c'est coût total, on va dire coût net, incluant administration et profit. $345 par verge cube. Est-ce que tout le monde est d'accord avec les données que j'ai prises d'RSMeans? Est-ce que ça correspond à ce que je vous demande? Donc, durée est égale à 140 verges cubes divisé par 35 verges cubes par jour est égal à 4 jours. 2. Ouais, est égal à 4 jours. Le coût maintenant, c'est égal à 259 et 86 dollars fois 140. 140 verges cubes qui est égal à 36 380,4. vous me dites 36 000 380. 36 380 .4. et 4 sous Oui, non, 40 sous. et 40 sous. Parfait. Voilà. Fait que ça, c'est 6 ressources internes. Ou encore, si nous sommes l'entrepreneur. Puis maintenant, combien ça va coûter si on embauche un entrepreneur? Ça va nous coûter 345 par verge cube fois 140 verges cubes. Est-ce que vous pouvez me faire le calcul? C'est 48 300 $. 48 300. Ça, c'est si on embauche À ce trésor. un entrepreneur. Ou ce qu'on pourrait charger aux clients si nous sommes l'entrepreneur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce qu'on a fait? Oui, c'est clair. OK, excellent. Monsieur, Oui, ça va jamais plus. Dans le fond, la question, ça va tout le temps parfaitement fitter avec une ligne, là. Ça va pas être
mettons, tout ça, mais pas l'achat de l'acier ou puis on doit changer les chiffres. Ça va tout, genre, ça va tout le temps fitter pile poil avec. Ouais. À l'examen, là, tu sais, je vais te poser la question qui correspond clairement à la ligne du tableau que je te présente. Je ne vais pas te poser des OK. cols genre, oups, je t'ai pas dit qu'il y avait de l'acier, haha, faut que tu l'enlèves. Tu sais, c'est pas du tout un cours d'estimation. Tu sais, le but de tout ça, c'est de vous expliquer comment utiliser un S-Means. Si vous voulez aller regarder un quick check, tu sais, un price check, on va dire, ah, ben, ça va coûter à peu près ça si on installe 140 verges cubes de poutre, de béton. All right. Alors, vous devriez maintenant savoir comment estimer la durée et les coûts dans un S-Means. Et vous comprenez aussi que ce n'est pas un outil d'estimation, c'est vraiment un outil pour vous donner une idée de combien les choses coûtent. Ça vous explique aussi dans les acétates comment fonctionne le calcul d'administration profit. Alors, si vous ne vous rappelez pas comment ça fonctionne, vous pouvez le regarder ici dans les acétates. Ou si vous téléchargez la version éducative, tout est expliqué là, sur l'application. Vous pouvez aussi estimer des travaux, au lieu d'être des travaux unitaires, vous pouvez estimer des travaux globaux. Par exemple, la construction d'un hôpital, la construction d'un gym, la construction d'une maison. RS-Means a aussi des prix globaux là, pour des ouvrages complets. Donc, alors, voici un exemple. Dans le livre, vous savez, vous avez des facteurs d'ajustement en fonction de votre localisation. Mais dans l'application, vous avez un drop-down. Vous sélectionnez dans quelle ville vous êtes, puis ça vous donne les prix directement et les durées directement pour votre ville. Vous avez aussi des facteurs d'ajustement pour le moment. Mais encore là, dans l'application web, vous avez vous mettez dans le fond si c'est aujourd'hui ou si c'est dans le passé. Alors voilà. Ensuite, une autre façon d'estimer les travaux, c'est de faire une analyse fonctionnelle. Donc ça, l'analyse fonctionnelle, c'est ce que vous allez faire en TP demain. Donc pour estimer des travaux, on va dire en vrac, donc des travaux de civil ou des travaux de bétonnage, vous pouvez utiliser une analyse fonctionnelle. OK? Donc, on se rappelle que la durée est toujours égale à la quantité de travail divisée par la productivité pour chaque ressource multipliée par le nombre de ressources. Okay? Alors ça, c'est une équation qui est très intuitive. Donc, si vous avez 1000 briques installées, chaque maçon peut installer 100 briques par jour et vous en avez 10. Donc, vous installez au total 1000 briques par jour. Vous en avez 1000 à installer, ça va vous prendre un jour. Right? Là, ensuite de ça, tout ça est en fonction du type d'équipement que vous avez. Si vous embauchez un entrepreneur pour faire les travaux, vous présumez que l'entrepreneur ou le sous-traitant va utiliser les équipements les plus appropriés. Si ce sont vos propres équipements, est-ce que ce sont les plus appropriés pour faire la tâche que vous faites? Est-ce que vous devriez louer des équipements pour que ça aille plus vite? Ça, c'est à vous à le savoir. Mais votre estimation est beaucoup en fonction de ça. C'est aussi fonction des opérateurs que vous avez. Si vous avez un jeune opérateur sur une niveleuse pour faire une route de 10 km, ça va aller beaucoup moins vite qu'un opérateur d'expérience. Puis ça, vous devez le savoir. Donc, ce sont tous des ajustements que vous devez faire. C'est pour ça que faire de l'estimation, c'est très compliqué. Okay? Ce n'est pas aussi simple que faire une règle de 3. Okay? Souvent, il faut s'ajuster avec les réalités de votre propre entreprise. Donc, si on regarde ensemble comment ça fonctionne une analyse fonctionnelle,
On va regarder comment estimer pour des activités d'équipement à godet. Donc, un godet, c'est un bucket. Donc, comment fonctionne l'estimation pour des équipements avec des buckets, comme des pelles mécaniques, des loaders, des équipements à couteau, comme des rouleaux, des transporteurs, donc des camions, etc. Donc, les équipements à godet, mettons qu'on parle d'une pelle mécanique. OK, comment on va estimer combien de temps ça prend faire des travaux avec une pelle mécanique? On doit analyser le cycle. OK, alors si une pelle est en train de creuser et avec chaque coup de pelle, on remplit un camion, on doit mesurer le temps que ça prend pour faire un cycle avec la capacité du godet, avec l'efficience de chaque cycle. Donc, chaque fois qu'on fait un cycle, même si j'ai un godet, on va dire de 2 mètres cubes, mais en réalité, il y a combien de mètres cubes qui se ramassent dans le camion? Ça, c'est l'efficience. OK, donc on va faire un exemple. Donc ici, on a une pelle mécanique sur roue. OK? On sait qu'avant de faire de l'excavation, on doit faire l'investigation du sol. Donc, on va soit appeler Info Excavation au Québec pour déterminer s'il y a des obstacles ou des trucs qui sont enfouis sur la voie publique. Mais sur les terrains privés, Info Excavation n'a pas vraiment d'informations. La seule chose qu'on fait, c'est que souvent, on peut extrapoler. Bien, s'il y a des conduites dans la rue, bien, tu vas avoir le branchement pour le bâtiment sur le terrain privé. Alors, tu peux dire, ah, ben la ligne s'en va à peu près dans cette direction-là. Mais, chose qui est super importante, c'est de déterminer c'est quoi le type de sol. Donc, faire appel à un laboratoire de sol, être sûr que notre structure est bien planifiée, que notre fondation est bonne. Et aussi, c'est toujours une bonne idée de faire un scan. OK? Pour déterminer s'il y a des conduites enfouies ou des fils électriques, des fils de télécommunication, etc. Donc, on sait qu'on a, quand on est en train de creuser avec une pelle mécanique, on va, si on a du matériel qui est en place ou bank, mettons qu'on a 1 mètre cube de terre qu'on est en train d'excaver qui est en place, quand on va le creuser et on va le domper, ce sol-là va se foisonner, donc il va devenir loose, donc il va prendre du volume, ou sa masse volumique va réduire. Vous pouvez le voir dans les deux façons. Et si on le compacte, ce même mètre cube-là de début va être, s'il est compacté. Donc, quand vous faites une analyse fonctionnelle de civil, par exemple d'excavation, vous devez toujours savoir est-ce que votre matériau est foisonné ou il ne l'est pas. Alors, si vous avez 10 000 mètres cubes d'excavation d'un sol en place à faire, bien, vous savez que ça représente comme 12 000 mètres cubes foisonnés dans un camion. OK? Très souvent, le transport, là, la limitation des camions va être en termes de poids et non en termes de volume. Mais quand même, il faut comprendre si le sol est foisonné ou pas. Puis ça, vous avez tous vu ça dans d'autres cours, sans doute. Alors, première des choses, c'est que vous avez un tableau qui vous dit c'est quoi les facteurs de foisonnement pour chaque type de sol. Alors, mettons, si on a de la terre, donc mettons ici de la terre dry pack, en place, vous avez une masse volumique là, de 1900 kg par mètre cube, donc 1,9 tonnes par mètre cube. Le swell percentage, c'est le facteur de foisonnement. Donc, dans notre exemple, le facteur de foisonnement, c'est 26 %. Ça veut dire que si vous prenez de la terre en place, vous l'excavez et vous la dompez dans un camion, 1 mètre cube de terre va devenir 1,26 mètres cubes dans le camion. OK, c'est ça le facteur de foisonnement. Et la masse volumique du sol foisonné ou douce, dans ce cas-ci, notre terre va tomber à 1510 kg par mètre cube. Donc,
Vous pouvez aussi prendre la masse volumique, la diviser par 26 puis ça arriverait au même résultat. Donc, quand on parle d'une pelle mécanique, pour information, là, ici, on a la flèche, ou en anglais, le boom. Puis aussi, on a le bras, ou le stick. Puis ici, on a le godet, ou le bucket. Donc, mettons là, qu'on veut faire une analyse fonctionnelle là, de notre excavation avec une pelle mécanique. On a l'efficience. Donc, la machine travaille combien de minutes par heure. Ça va nous aider de comprendre, ça va nous aider à comprendre il y a combien de mètres cubes qui va être excavé pour vrai dans une heure. Puis on a aussi des facteurs de remplissage. Alors, comme je disais tantôt, si on a un godet de 2 mètres cubes, ben, on va mettre combien de mètres cubes pour vrai dans ce godet-là? Ben, c'est en fonction du sol. Alors, les facteurs de remplissage, c'est ça qui va nous aider là-dedans. Donc, pour un cycle de production, on va avoir le chargement. Donc, mettons qu'on est en train de creuser avec notre pelle, puis qu'on va domper ça dans un camion. Le temps de chargement, c'est quand on va scooper le sol qui est en place. Là, ensuite, on va swing vers le camion. On va domper dans le camion, puis on va re-swing vers notre position initiale. Ça, c'est un cycle complet. Donc, on doit mesurer ou on doit estimer c'est quoi le temps de ce cycle-là. OK? Alors, par exemple, OK, ceci est un exemple. Ça peut vous prendre 5 à 7 secondes pour scoop la terre, 4 à 7 secondes faire le swing vers le camion, 2 à 4 secondes décharger dans le camion, puis 3 à 6 secondes re-swinguer vers la position initiale. OK? Donc ici, on a des données, encore là, par exemple, pour des pelles Komatsu. Pas Komatsu, mais c'est quoi des PC 400, des PC 220, PC 600? C'est quoi cette marque-là encore? La marque des pelles. Pardon? La marque des pelles. Ben ça, c'est pas la marque, ça, c'est le modèle. Mais c'est quoi la Ah. marque? PC 220, PC 400? Je pense que c'est la Komatsu, oui. Ouais, je pense que c'est Komatsu. En tout cas, pas grave. Donc ça, mettons, là, pour la machine que vous avez, vous pouvez aller sortir ces données-là. Il y a plein de manuels de référence qui existent. Bon, dans ce cas-ci, vous avez le poids de la machine, ce qui est dans ce cas-ci pas vraiment important pour notre analyse. Vous avez la capacité du godet, le cycle par minute. Donc, dans ce cas-ci, on fait 2 cycles par minute. Mettons qu'on prend la PC 400. Là. Ça veut dire que chaque cycle est d'à peu près 30 secondes, right? Facteur d'efficacité, donc 80 ça veut dire qu'au bout d'une heure, on réussit à faire à peu près 80 du volume. Production pour 60 minutes, production pour 50 minutes. Alors, si on sait qu'on a une efficience de 50 minutes par heure, on peut prendre le 144. Là, dans ce cas-ci, ça va être 144 mètres cubes par heure qu'on va accomplir pour vrai. Combien ça nous coûte par heure, opérer cette machine-là? Alors, combien ça nous coûte par mètre cube? Ça, c'est un exemple d'une analyse qui est déjà faite. Okay? Donc, si on fait une analyse fonctionnelle nous-mêmes, c'est ça que vous allez faire en TP demain. Mettons que dans ce cas-ci, on a une pelle Caterpillar 390. Là, vous avez plein de données en haut, là, mais ce n'est pas toutes ces données-là qui sont importantes pour vous. Donc, dans ce cas-ci, pour le cycle, on a une durée de cycle de 28 secondes, si on fait le total. Ensuite, on a 6 verges cubes par godet. Facteur de remplissage, 85 et facteur de foisonnement, 65 Donc, la capacité, suite à tout ça, c'est-à-dire le 6 verges cubes fois 85 divisé par le foisonnement, ça fait au total 3,09, donc on va dire 3 verges cubes. Donc, vous savez que chaque fois qu'on va faire un swing avec cette pelle-là, on va vraiment bouger 3 verges cubes.
Donc, cycle par minute, dans le fond, c'est l'inverse du 28 secondes. Ça fait 2,143 cycles par minute. Capacité calculée ici. Donc, combien de verges cubes par minute qu'on va bouger? C'est l'inverse du cycle par minute. Pas l'inverse, pardon, la multiplication. Donc, le produit du cycle par minute fois la capacité du godet. Donc, 6,6 verges cubes par minute. Donc, fois 60, 303 ou 304 verges cubes par heure. Puis le facteur d'efficacité, donc combien de mètres cubes on va vraiment réussir à faire dans cette heure-là, 75 %. Donc, dans ce cas-ci, ça fait 227,88 mètres cubes par heure du sol qu'on va pouvoir bouger. OK? Donc, ensuite, pour l'entretien et usure, puis ça, c'est pas rien qu'on va vous demander de calculer, c'est des choses qu'on va vous donner, évidemment. Ça vous dit, ça, en tout cas, en gros, là, juste pour vous donner une idée, ça vous coûte à peu près 141,80 par heure. Donc, si on regarde le sommaire de l'analyse pour cet exemple-là, on a le coût réserve pour réparation. Donc, réparation, entretien, usure qu'on a ici. Donc, le 141,80. Coût train de roulement, coût réserve pour réparation, coût des frais fixes, coût des lubrifiants, coût de la main-d'œuvre, coût de perte de temps, chauffage, blablabla. Ça vous donne un vrai coût de 336 de l'heure. Puis encore là, c'est quelque chose que ça, on vous donnerait. La capacité, on l'a calculé en haut ici, c'est 227,88 mètres cubes par heure. Donc, vous savez que pour faire l'activité que vous voulez faire, ça vous coûte 1,48 $ par mètre cube. Donc, à titre d'exemple. OK, alors comme je disais tantôt, vous pouvez faire cette analyse-là, pas juste pour des travaux d'excavation, mais pour tous travaux en vrac, donc de civil. Alors là, on parlait d'une pelle mécanique tantôt, mais on peut aussi parler d'une niveleuse. Donc ça ici, c'est une niveleuse qu'on a en haut, un rouleau compacteur qu'on a en bas. Puis tu sais, si vous ne savez pas, là, opérer une niveleuse, c'est très difficile. Il y a énormément de trucs que la niveleuse peut faire. Là. Une niveleuse en anglais, c'est un grader. Alors, pour diriger la machine en tant que telle, là, les roues en avant peuvent tourner droite à gauche. Le mât dans le milieu, le boom, il peut casser pour que la machine tourne plus sec. Les roues peuvent aussi tourner de haut en bas pour que la machine puisse torquer vers la gauche, vers la droite. La blade qu'on a en dessous, elle peut s'extensionner vers la gauche, vers la droite. On peut changer l'angle de la blade. On peut la lever à gauche, à droite, baisser à gauche, à droite. Il y a comme 10 manivelles là-dedans qu'il faut opérer. Alors, un opérateur de grader qui a de l'expérience versus un qui n'en a pas, c'est beaucoup, beaucoup plus long ou moins long. Alors, c'est ça que vous devez savoir. Puis, des fois, à Montréal, tout le monde a déjà vu ça, une niveleuse, faire du déneigement à Montréal. C'est extrêmement difficile à conduire. Tu sais, des fois, je vois des autos là, qui sont collés sur ces machines-là là, parce qu'ils sont impatients. Puis, tu sais, avec un coup de manivelle, là, cette machine-là peut ramasser un auto complètement. Là. Alors, il faut faire attention. Un rouleau compacteur, ça, c'est quand même super facile à conduire. Là. C'est pas bien compliqué. OK, mais les machines en tant que telles, là, une pelle mécanique, c'est difficile quand même. OK, ça prend un opérateur d'expérience. Une niveleuse, selon moi, c'est le pire. C'est ce qui est le plus difficile. Un bulldozer, croyez-le ou non, ça aussi, c'est quand même difficile. Là. Vient faire un beau niveau. Puis rouleau compacteur, rouleau compacteur, loader, c'est selon moi dans les plus faciles. Bon, maintenant, les camions à benne, pour ceux qui ne le savent pas,
En civil au Québec, les camions là, ce que vous avez à l'écran, c'est des 10 roues, mais ça, il y en a plus, là. C'est vraiment minimum des 12 roues qui ont une capacité habituellement de 22, 23 tonnes. 22, 23, 24, 25 tonnes, tout dépendant du poids du camion. Puis en dégel, bien évidemment, c'est beaucoup moins, là. On peut baisser à, je pense, 17, 18 tonnes. Et puis, sinon, on a des semis avec une plus grande capacité. Alors, pour calculer une activité de transport, on fait le même genre d'études qu'on a fait tantôt pour les pelles mécaniques. OK, alors mettons, OK, un autre exemple ici. Ça aussi, vous allez faire ça dans votre TP demain. Productivité d'une pile, mettons, là, on a 200 mètres cubes par heure. Puis mettons, là, c'est exactement ce que je disais tantôt. C'est l'exemple d'une pelle mécanique qui creuse dans un sol en place, qui remplit un camion ou des camions. Donc, le volume des camions, 10 mètres cubes pour un sol foisonné ou 8 mètres cubes en équivalent pour le sol qui est en place. Mais c'est pas grave. OK? Quand vous avez de l'expérience, vous savez qu'à part pour de la neige et de la démolition, la capacité de chaque camion, c'est dicté par le poids et non le volume. Alors, ce que vous devez savoir, c'est sur le 200 mètres cubes à l'heure, ben, c'est quoi le poids par heure? C'est ça qu'il faut déterminer. Bon, alors là, il y a tout le tralala de faire la conversion. Et ensuite, on doit calculer c'est quoi la vitesse. Donc, le temps de chargement, 4 minutes. Parce qu'on sait qu'on a 8 mètres cubes qu'on peut mettre dans le camion. Puis qu'on fait 200 mètres cubes à l'heure. Donc, ça prend à peu près 2,4 minutes. Le transport du camion, mettons qu'on va en moyenne 50 km/h sur une distance de 12 km, ça fait 14,4 minutes. Le déchargement, mettons que c'est 1,2 minutes, ça, c'est pas très long. Puis avec le retour, on va un peu plus vite, 12 minutes. Mettons que ça fait un total de 30 minutes. Donc, le camion accomplit à peu près 2 cycles par heure dans ce cas-ci. OK? Donc, on sait que si on veut que la pelle attende jamais, on a besoin de 12,5 camions. Donc, on va en réserver 13. Puis ça, combien de camions on a besoin par jour? Ça aussi, ça demande de l'expérience. Parce que dans ce cas-ci, 2 cycles par heure, OK, fine. Mais mettons, quand on construisait le CHUM, mettons là, que les camions devaient aller au CHUM. Le nouveau CHUM, là, vous savez, c'est où? C'est au coin Sanguinet et Vigée, au centre-ville de Montréal. Puis je pense qu'il fallait qu'ils se rendent à la carrière JFK sur la rive sud pour aller chercher le matériel et pour domper. Quand on faisait le CHUM, combien de cycles vous pensez que les camions faisaient par jour? Laissez faire par heure, là, mais combien de cycles ils faisaient par jour, vous pensez? OK, à certains moments, là, les camions faisaient 2 cycles par jour. OK, avec tout le trafic, là, ça peut être très, 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 très long. Alors, vous devez savoir tout ça. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est difficile à estimer. Puis, vous ne voulez pas que l'appel attende, mais vous ne voulez pas que les camions attendent non plus. Alors, vous devez avoir le bon nombre de camions. Puis ça, c'est un petit peu un art. OK? Puis, vous devez vous ajuster. Vous prenez 12 camions le lundi. À la fin de la journée, vous regardez comment ça s'est passé. Est-ce que les camions attendaient tout le temps? Est-ce que l'appel attendait tout le temps? Bon, ben, on va s'ajuster pour le lendemain. Est-ce que vous allez réussir à avoir le nombre de camions que vous voulez pour le lendemain? Tout ça, c'est dépendant de la réalité. Ensuite, dans les carrières, vous avez des camions à benne, des Tonka qu'on appelle. Alors, une analyse fonctionnelle, ça ressemble un peu à la même chose. OK. Pour les rouleaux compacteurs, ben ça, c'est plus facile à estimer. Vous savez, il y a combien de mètres linéaires à faire. Ensuite, pour faire les travaux de béton, ben, vous pouvez estimer le coffrage en tant que tel. OK? Donc, pour faire des colonnes ou des poutres, vous savez que vous devez installer l'armature. Vous devez installer l'armature, ensuite installer le coffrage, ensuite couler le béton, ensuite vibrer pour que tout le béton s'installe comme il faut.
Pour les dalles, vous devez installer le coffrage pour les dalles, ensuite l'acier d'armature, ensuite couler le béton, ensuite faire la finition du béton. Ensuite, vous devez arroser le béton pendant qu'il sèche pour être sûr de ne pas faire de fissures pendant le séchage. Donc, vous avez des tables d'estimation pour le coffrage aussi. Vous avez un exemple ici. OK, vous avez d'autres tables d'estimation pour la mise en place d'acier d'armature. Donc là, dans ce cas-ci, c'est en fonction du type d'ouvrage de béton et en fonction de la grosseur des barres d'armature. OK, 10M, 20M, 35M, c'est le diamètre des barres d'armature en tant que tel. Puis ça, si vous ne l'avez pas déjà fait, il y a des cours. Bien, il y a un cours de structure de béton au bac. Avant CTN 626, je crois. Puis là, non, c'est pas vrai. CTN 508. Mais là, je pense que ça a changé. Anyway, puis vous apprenez à tout calculer ça. Là, où est-ce qu'on met l'armature, combien de barres, quel diamètre, quel type de nanana, qu'est-ce qu'on met dans le béton, etc., etc. Une dalle qu'on va couler avec l'acier d'armature. Ensuite, pour la mise en place du béton, bien, vous devez couler le béton dans l'armature pour faire la dalle. Puis vous avez toute la finition, donc tout le placement et tout. Donc, vous avez d'autres tables encore là pour estimer ces facteurs-là. Alors, voilà. Donc, demain, en TP, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer la durée et le coût d'une activité d'excavation. Donc, on a 50 000 mètres cubes de sol à transporter. Donc, vous avez l'excavation. Donc, ça vous explique tout ce qu'il y a à faire. Vous avez tout le volet transport et on vous donne un template, donc un fichier Excel que vous pouvez utiliser pour faire votre calcul. Et vous avez aussi une partie B pour faire le calcul d'une activité de bétonnage. Donc, je vais juste reprendre mon fichier Word. Donc, la première chose qu'on a vue ce soir, c'était l'Organizational Breakdown Structure. Ça, vous devez comprendre c'est quoi. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est comment calculer le RS-Means. Ça, là, c'est pour l'intra. OK? Vous devez savoir là, comment faire ça à l'intra. Puis la troisième chose que vous devez savoir, c'est comment faire une analyse fonctionnelle. Puis ça, c'est pour le TP. Okay? Vous n'aurez pas à faire ça à l'examen, l'analyse fonctionnelle. Juste pour le TP. Tandis qu'RS-Mean, c'est le contraire. Vous ne l'avez pas au TP, mais vous l'avez à l'examen. Donc, c'est comme ça qu'on a choisi de séparer. L'examen intra. Mais en fait, ce que je propose, c'est de vous spécifier exactement ce qui est à l'examen au prochain cours. Donc, à la fin du cours de MS Project. Je voulais le faire ce soir, mais je réalise qu'à 2 semaines de distance, là, je pense que ça ne vaut pas vraiment la peine. J'aime mieux vous indiquer au prochain cours. Mais depuis le début de la session, là, je vous explique toujours exactement ce qui est à l'examen à chaque fois. Donc, vous savez que vous avez un CPM à faire, vous savez que vous avez un précédence à faire. Vous devez comprendre c'est quoi un LOB. Il y a une portion sur TILOS, donc tout ce qui est dans l'onglet Calcul et RS-Means. Plus là, les autres petits morceaux de matière là, dont on a discuté ensemble. Alors, pour ce que je voulais vous dire ce soir, c'est tout. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas un cours qui est particulièrement lourd. Moi, si vous voulez, vous pouvez travailler sur votre TP, soit le TILOS qui est à remettre, genre, j'imagine que c'est à remettre demain,
ou les TP là, que vous allez faire demain, donc TP4. Quoique je vous recommande de ne pas commencer le TP tout de suite, mais de le commencer avec Xavier demain, pour être sûr d'avoir les bonnes informations. Alors, je reste disponible jusqu'à 21h pour répondre à vos questions. Et sinon, je vous souhaite une belle soirée, puis on se voit la semaine prochaine au A1560. Merci, bonne soirée. Merci. Faites juste me dire si vous voulez que je vous mette dans des breakout rooms ou non, là, ou si vous voulez rester sur le Zoom principal pour me poser vos questions.